Merci à tous les deux d'être ici ce soir avec nous. Merci à toutes et tous de suivre ce live sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors ce sujet, c'est éduquer sans punir, mais on va aussi parler de sujets transverses, comme je l'évoquais tout à l'heure, concernant l'approche du docteur Thomas Gordon. Avant cela, je vous laisse la parole pour vous présenter à tous. Nathalie? Ok, je suis Nathalie Reinhardt. J'ai suivi un atelier Gordon il y a 20 ans et j'avais à l'époque des enfants en bas âge. Ça m'a tellement aidé au jour le jour que je me suis dit tout de suite, mais c'est pas possible, il faut que tout le monde connaisse ça. Et j'en ai du coup fait mon métier. Et aujourd'hui, mon job, depuis 20 ans, c'est de m'assurer que le plus grand nombre de personnes possible puissent être en contact avec cette approche et surtout apprendre et développer les compétences qu'elle véhicule parce que c'est très aidant au jour le jour et c'est vrai dans la famille, c'est vrai en entreprise, c'est vrai partout. C'est vraiment magnifique et donc c'est une joie pour moi d'être ici. Merci Jean-François. Avec plaisir. Et moi, je m'appelle Samson. Moi, j'ai découvert cette approche il y a une huitaine d'années, juste après la naissance de mon premier enfant, à la recherche effectivement de différentes approches sur l'éducation. Et très rapidement, j'ai trouvé un certain nombre de réponses, mais surtout beaucoup de nouvelles choses à creuser. Et donc, j'ai décidé d'être formateur. Et donc, maintenant, je suis formateur parent et jeune à l'approche Gordon. Et j'ai également été donc président de l'association Les Ateliers Gordon France pendant les 4 dernières années. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, si nous commencions par la base, qui était le docteur Thomas Gordon et pourquoi a-t-il eu cette impulsion de vouloir offrir cette approche qui est basée effectivement sur des principes qui sont connus plus ou moins par le plus grand nombre, notamment au niveau de l'écoute active. On a beaucoup entendu cela et beaucoup ne font pas le lien entre l'écoute active et Thomas Gordon. Donc ce soir, on va rétablir cette vérité déjà. Donc voilà, qui était feu Thomas Gordon et pourquoi cette approche du coup? Alors Thomas Gordon était un docteur en psychologie et il était élève de Carl Rogers, qui est le père de l'écoute. Le premier psychologue à avoir parlé de l'importance de l'écoute pour aider et accompagner les personnes en difficulté. Et Thomas Gordon, en fait, après son doctorat, s'est retrouvé dans son cabinet à recevoir des familles en difficulté, des familles avec des enfants rebelles, etc. Et très rapidement, il s'est rendu compte qu'au bout d'une heure d'écoute de l'enfant terrible, rebelle qu'il venait de recevoir, qui avait été décrit comme étant absolument incontrôlable par ses parents, il se retrouvait en face d'un agneau qui lui disait « Merci docteur » et qui avait complètement changé. Donc, assez rapidement, il s'est dit « Mais c'est pas possible, c'est juste génial. J'applique l'écoute dans mon cabinet, ça a un impact incroyable. Et pourquoi est-ce que ça devrait rester dans ce cabinet ?» Et donc, tout de suite, il s'est dit « Mais c'est pas possible, tout le monde peut faire de l'écoute. Il faut absolument que je puisse permettre au plus grand nombre de personnes d'apprendre à développer cette compétence-là. » Et du coup, il a commencé à faire des ateliers pour les parents. C'était dans les années 50. Il était ultra novateur. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, il a construit son approche sur le terrain avec les parents. Il a commencé en faisant des ateliers sur l'écoute. Très vite, il s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Et donc, il a complété petit à petit sa méthode de façon très empirique sur le terrain. Et du coup, au bout d'une dizaine d'années, il a sorti son premier bouquin en 62 qui vraiment reprenait la totalité de son approche. Et pour terminer, le truc qui est très intéressant avec l'approche Gordon, c'est que, bien entendu, l'écoute est super fondamentale et très importante, elle change nos vies. Et avec l'écoute seule, on ne s'en sort pas. Il faut aussi savoir s'affirmer, il faut aussi savoir résoudre des conflits, etc. Donc, c'est une approche très équilibrée et très juste pour moi et pour l'autre, pour développer des super belles relations. D'accord. Samson, peut-être quelque chose à rajouter par rapport à... Oui, sur Thomas Gordon, en fait, c'est une personne aussi qui a été extrêmement connue et qui a une grande renommée parce que il a été nommé 3 fois pour le prix Nobel de la paix.
C'est lui, en fait, qui a mis au point ce qui a été repris dans différentes disciplines par la suite, c'est-à-dire la résolution de conflits sans perdant. Oui, Le fameux win-win qui a été ensuite repris en économie et évidemment en diplomatie internationale, etc. Donc ça, c'est peut-être la chose, enfin son apport vraiment majeur, c'est la résolution de conflits, qui s'appuie justement sur ces deux outils, l'écoute active et le message-jeu, quoi, dont on va parler, tout à à mon fait. avis. Il a Et inventé le message-jeu. oui, Alors, le message-jeu, moi qui me forme aussi en entreprise, c'est l'outil repris dans toutes les formations à l'assertivité, à l'affirmation de soi, etc. oui, Donc, il est aussi à l'origine de cet outil-là qui est repris partout. Il a écrit de nombreux livres. Son premier livre, Parents efficaces, est un best-seller dans le monde entier. Et puis, il en a écrit plusieurs autres. voilà, Voilà, par notre Parents efficace, oui. efficaces. Parents efficaces au quotidien, éduquer sans punir, dont on parlera certainement, enseignants Tout efficaces, leaders à fait. efficaces, etc. Tout à fait. Alors, écoutez, en quoi est-ce sorcier, j'ai envie de dire? Parce que finalement, on se dit que écouter, c'est somme toute assez naturel, on prête l'oreille et on écoute. Mais en fait, et c'est ce que j'ai découvert moi aussi, parce que ça fait presque depuis l'origine de la création de Papa Positif, c'est-à-dire il y a 10 ans, que j'ai commencé à parler justement de Thomas Gordon. Et donc j'ai découvert cette manière d'écouter, l'écoute active. Et effectivement, je me suis rendu compte que savoir écouter, ça s'apprend. Parce que on a souvent tendance, nous en tant qu'adultes, à avoir des mécanismes qui consistent à vouloir conseiller ou encore juger de différentes façons, ou encore projeter nos propres émotions sur autrui. Bref, nous ne sommes plus dans l'écoute, mais dans une sorte de monologue. Et au final, est-ce qu'on peut parler vraiment de conflit, notamment avec les enfants, puisqu'en fait, on ne les a pas encore écoutés, qu'on est déjà en train de leur dire ce qu'ils ont à faire. Donc, est-ce que l'écoute, et c'est là où je veux en venir, c'est la clé pour des relations apaisées, à la fois entre les adultes et les enfants, et entre adultes aussi. Je pense que c'est une des clés, c'est une des clés vraiment majeures, c'est un socle majeur qui permet justement la connexion à l'autre. Tant qu'on l'écoute pas, effectivement, ça va être difficile d'avoir une vraie connexion avec lui. Et l'écoute, effectivement, c'est comme tu le disais, c'est un peu, c'est comme un nouveau langage à apprendre quand justement on n'a pas appris ça, soit à l'école, soit par notre famille. Et l'écoute, souvent, dans le langage commun, on utilise beaucoup ce verbe-là. Oui. Et c'est vrai, on découvre dans les formations Gordon, là, que y a toute une série d'obstacles qu'on a l'habitude d'utiliser dans ce qu'on appelle l'écoute. Et par exemple, le conseil ou moraliser ou donner des solutions toutes faites. Tout ça, c'est des choses qui en fait vont bloquer cette connexion. Donc, Et pardon. Donc, on va juste matérialiser ceci. Quand je dis tu pourrais faire ceci, tu aurais dû faire cela, ou ce genre de phrase qu'on a l'habitude d'employer au quotidien, tout à fait. on n'est plus vraiment dans l'écoute là. Non, Non, on n'est plus du tout. l'écoute, c'est en fait aller chez l'autre. Et du coup, si on reprend les phrases que tu viens de donner, en fait, on sent qu'on est chez toi, puisque c'est toi qui donne ta vision sur ce qu'il faudrait faire. Donc, tu donnes la solution toute faite. Oui. Et donc l'écoute, c'est aller chez l'autre. Ouais. Et l'écoute, c'est aussi permettre à l'autre de mieux comprendre ce qu'il se passe chez lui. Oui, C'est ça? tout à fait. Un exemple? C'est vraiment. Peut-être un exemple? Pardon. Peut-être un exemple, Nathalie? Un enfant, par exemple, un enfant qui viendrait, qu'on sentirait triste, etc. Et qui serait dans une sorte de mutisme. Comment lui faire ce cadeau de l'écoute pour lui permettre déjà de prendre conscience de ce qu'il ressent? Alors, je mâche un peu, hein, je gâche un peu le. Et ensuite, pour que lui apprenne progressivement à s'écouter et aussi à développer finalement sa capacité d'écoute en général, puisqu'en fait, c'est vraiment un mécanisme d'écoute qu'on met en place avec l'approche de Thomas Gordon finalement. Alors, comment faire? Un enfant
arrive, il semble attristé, il est miné, et déjà nous en tant qu'adultes, on peut avoir de l'inconfort et du malaise en voyant notre enfant comme ça. Mm. Et on pourrait être tenté de réagir par réaction, donc par rapport à ces émotions désagréables qu'on ressent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bref, ensevelir l'enfant sous des questions, au lieu Ou bien de... lui proposer une glace. Ou lui proposer une glace, ah oui, en effet, c'est la période en plus. Et donc, oui, en effet, donc être dans l'action et la compensation. Et en fait, avant toute chose, on a oublié une étape qui est donc cette écoute et qui se concrétiserait comment, du coup? Alors, effectivement, l'étape préliminaire, tu as raison, Jean-François, c'est d'abord et avant tout arriver à se rendre compte, arriver à ne pas être complètement nous-mêmes submergés par l'émotion qu'on perçoit chez notre enfant. Oui. Et donc, c'est arriver à développer cette peau-là qui fait que je vois que mon enfant n'est pas bien, mais moi, je suis OK. Donc, ça va aider. Petit à petit, on va développer cette capacité-là. Et ensuite, être en capacité de se mettre à la hauteur de l'enfant et lui dire, dis donc, tu n'as pas l'air dans ton assiette, ça n'a pas l'air d'aller fort, là. Et puis voir ce qui se passe. Et nous, on est OK avec ça. Il a le droit de ne pas être bien, c'est OK. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Peut-être qu'il va dire non, ça va, et qu'il va repartir en courant. Et dans ce cas-là, super. Et puis peut-être qu'il va nous dire quelque chose. Et dans ce cas-là, on va continuer dans cette posture-là en disant oui, dis donc, ta journée n'a pas été facile. Oh, ouais. En plus, elle n'a pas été sympa avec toi, la maîtresse. Mais tout ça en ne faisant que reformuler ce que l'enfant nous dit. On n'est pas en train d'extrapoler. On colle, tel le poisson suiveur, on colle à ce que l'enfant nous dit et on lui renvoie ce qu'il nous dit juste avec beaucoup d'acceptation et zéro conseil, juste la présence, ce cadeau absolu de la présence. Ce qui signifie, donc, ce que tu viens de dire, qui est très simple pour toi parce que tu pratiques depuis des années, Oui. que tu es dans cette posture d'observation et de reflet de ce que tu peux observer, entendre, sans juger. Tu peux nous redire les deux phrases d'accroche que tu as eues quand l'enfant est face... Alors, si tu t'en souviens, mais je pense qu'il y en a d'autres. On n'a pas préparé le texte. Hein. Non, quelque chose comme dis donc, t'as pas l'air, en fonction de son âge, il faut bien sûr s'adapter à son vocabulaire, mais dis donc, t'as pas l'air bien là, t'es pas en forme, je te sens triste, si je le vois vraiment triste. Voilà, juste se mettre juste avec un ton qui demande de l'acceptation et juste refléter ce qu'on perçoit, parce qu'on le perçoit tout de suite, hein, on le voit, c'est juste que on n'ose pas le refléter, mais juste refléter ce qu'on voit, oser le faire et voir ce qui se passe et juste démontrer cette acceptation-là. Affirmation, du coup, des affirmations, des suggestions de ce type-là, toutes simples. Et en fait, ce que tu dirais sur l'intention, c'est aussi la posture. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas faire ça d'une pièce à l'autre en criant « Hey, t'as l'air… » Donc, on va plutôt être à côté et on va être dans une posture d'empathie, en fait. On est dans une posture d'empathie, on se met à la hauteur de l'enfant s'il n'est pas à notre hauteur, on se baisse. Il y a d'ailleurs une magnifique photo de Thomas Gordon avec sa fille où on le voit vraiment mais plié en quatre, où il est vraiment plié en quatre pour parler à sa fille qui a 7-8 ans. Et donc c'est vraiment ça, c'est se mettre à la hauteur de l'enfant. Et ce que tu disais est vrai, c'est-à-dire que ce qui est complètement merveilleux là-dessus, c'est que l'enfant se sentant accepté dans ce qu'il ressent, eh bien en fait peut connecter vraiment à ce qui lui arrive parce qu'il n'est pas toujours au clair lui non plus. Quand on est dans une très forte émotion, on n'est pas toujours au clair chacun d'entre nous. Et donc en offrant ce miroir-là, en fait on permet à l'enfant de se dire mais oui c'est vrai, je ne suis pas en forme. Et peut-être du coup de mieux comprendre ce qui lui arrive petit à petit, d'aller, on appelle ça les tranches de l'oignon, les couches de l'oignon, petit à petit comprendre ce qui lui arrive. Et c'est précisément ce que Rogers a démontré et voilà, quand il a découvert l'écoute, parce que ça marche donc avec aussi les adultes et les gens qui ont des vrais soucis psychologiques graves, et ça marche aussi pour des petites choses. Donc refléter, oui Samson, oui. Ce qui est génial aussi, justement, quand on a cette posture-là, c'est que donc on va faire ce qu'on appelle des reflets émotionnels, c'est-à-dire essayer de refléter ce que l'enfant ressent. Et ce qui est top, c'est que même quand on se plante, quand on est à côté, et ben en fait la personne en face, l'enfant va immédiatement nous rediriger. Si par exemple on le voit venir et nous on a l'impression qu'il est triste, ah ben tiens, l'impression que là tu as l'air sacrément triste et tout ça. Si c'est pas de la tristesse qu'il est en train de vivre, et ben immédiatement, lui, il va nous réaligner vers la bonne émotion. Et donc ça, c'est top parce que ça veut dire que
ben on va co-créer avec lui aussi cette connexion. Oui. On va lui permettre de cheminer de plus en plus vers ce qu'il est en train de ressentir, et puis peut-être derrière le problème qu'on peut mettre à jour, que lui va mettre à jour. Donc, on va reprendre. Il se passe cette scène-là. Le parent s'offre d'abord de l'écoute pour justement bénéficier de cette magie de l'écoute en se disant, moi, je ressens du malaise devant cette situation, je suis inquiet pour mon enfant, etc. Rien que le fait d'avoir ce message « je », parce que là, on brûle un peu les étapes, mais c'est du coup un message « je », va permettre d'apaiser l'affect du parent et de le rendre plus disponible à une écoute ensuite. Ça, c'est la première étape. Je le dis parce que beaucoup de parents essayent de réagir parce qu'ils sont vraiment dans une réaction qui consiste à dire que leur cerveau émotionnel est dans le rouge et que justement, ils ne sont plus capables de réfléchir et de se connecter par l'empathie. La connexion et l'empathie, c'est dans cette partie du cerveau, le cortex préfrontal. On le dit souvent sur cette chaîne, on en parle souvent. Et en fait, ce qui est vraiment exceptionnel avec cette approche de Thomas Gordon, c'est que c'est validé par les neurosciences, en gros. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, en traversant l'émotion, en disant je ressens ceci, permet d'apaiser l'affect et de nous rendre de nouveau disponibles, de nouveau pouvoir réfléchir et offrir notre empathie à l'enfant. Donc première étape. Donc je fais un constat sans me juger, sans dire ah je devrais pas ressentir ça. Non non, je ressens ceci. Ensuite, une fois qu'on est dans cette posture, on va faire le miroir de ce que l'enfant ressent, c'est-à-dire qu'on va décrire ce que nous voyons, suggérer peut-être, et l'enfant pourra corriger ensuite, mais on est dans une posture apaisée, d'écoute et de proposition par rapport à ce qui pourrait se passer à l'intérieur de l'enfant. Et l'enfant va percevoir ça. Alors attention, je précise, et vous me direz si c'est exact ou pas, il faut un certain entraînement. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on est en train de dire ce soir, ce n'est pas du jour au lendemain que cela pourra se mettre en place. Si on est comme ça dans une habitude de devoir conseiller l'enfant, de ne pas l'écouter, etc., l'enfant sera dans cette posture et dans cette attente de ce comportement. Donc, on peut lui expliquer, d'ailleurs, c'est ce qu'on peut faire là. Je viens de voir un live sur le sujet de l'écoute active et je vais tester des choses dès demain, si tu es d'accord, et mettre l'enfant dans cette démarche justement de changement aussi. Et donc, quand une crise émotionnelle ou une tempête émotionnelle se déclenchera chez l'enfant, il pourra comprendre que la posture de l'adulte aura changé. Je pense qu'il est important de communiquer, et c'est un peu le principe, je trouve que c'est ça qui est génial avec l'approche de Thomas Gordon, et finalement c'est très naturel tout ça. Et on est dans une communication authentique et non hypocrite ou encore copier-coller. Non, non, on est sur quelque chose qui résonne et quelque chose qui vient puiser dans ce que nous ressentons vraiment, en fait. Et même si on n'est pas OK pour... parce qu'il est possible qu'un parent ne soit pas OK pour accepter l'émotion de son enfant, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est-à-dire que le parent est déjà débordé au niveau stress, au niveau émotionnel, et il n'est pas capable d'offrir ce miroir et cette écoute active à son enfant. Comment pourrait-on faire? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai peut-être des problèmes de connexion. Ça va, très bien. Mais, ok. Donc, si jamais on n'est pas disponible pour l'écoute, alors surtout, il ne faut pas écouter. Et il vaut mieux dans ces cas-là le faire savoir à l'enfant, lui dire voilà, je vois que tu vas pas bien, et là en même temps, je suis pas, enfin, j'adorerais pouvoir t'écouter, mais je suis pas en état pour. Et il faut pas faire, parce que sinon ça va être la fausse écoute. Donc soit on arrive à se réguler en se disant mince, je vois qu'il va pas bien, on fait un petit message en disant oh là là, je vois que t'es pas bien, je suis vraiment embêté de te voir comme ça, et j'arrive à me remettre dans un état où je suis en capacité d'écouter. Soit je n'y arrive pas et c'est ok. Il faut aussi qu'on soit acceptant de nous-mêmes et de nos limites. Il faut qu'on sache s'écouter nous-mêmes. Et dans ces moments-là, c'est très important, voilà, parce que tu disais tout à l'heure, est-ce que l'écoute, ne serait pas la clé de tout ça? Oui, l'écoute en général de l'autre et de soi. Et donc être en capacité de se rendre compte quand c'est pas le moment pour nous d'écouter et de le dire. On peut le verbaliser. Là encore, on est dans l'authenticité en disant ouais, je vois que ça va pas et j'adorerais pouvoir te donner du temps, mais là je suis à fond, là je suis explosée. Est-ce que ça t'embête si, ou enfin en fonction de l'âge, mais est-ce que ça t'embête si on se parle dans 10 minutes, ou bien alors vous voyez ce que je veux dire? Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, quoi. Oui. Il vaut mieux faire ça que de faire semblant d'écouter et terminer par quelque chose qui serait contre-productif. Oui. On va différer en fait. On va différer. On va différer. C'est-à-dire on peut, et c'est d'ailleurs ton étape préliminaire dont tu parlais, c'est est-ce que je suis disponible? Et si effectivement
je suis pas disponible, ben, il faut juste s'avouer que, ben, effectivement, là, tout de suite, on ne pourra pas écouter. Mais on peut différer, on peut dire, ben, là, je vois que pour toi, t'en as gros sur la patate, ça a l'air vraiment chaud, ce que tu as vécu. Et moi, en même temps, là, je sens que ça déborde aussi. Est-ce que c'est OK pour toi si on en discute, je sais pas, après le repas, si on en discute dans 2 heures enfin, Oui. on C'est-à-dire a... qu'on ferme pas la porte, en fait. C'est-à-dire Exact, que exact. on va faire ce que l'enfant, enfin, ce qu'on on souhaiterait que l'enfant fasse, c'est-à-dire verbaliser ce qu'il ressent, et on va le faire là aussi nous. C'est-à-dire que si nous, en tant qu'adultes, si nous ne sommes pas capables et à cet instant de pouvoir écouter l'enfant, plutôt que de se forcer, ce qui peut amener encore plus de stress et peut-être à des réactions justement agressives ensuite, on va lui indiquer que nous ne sommes pas prêts à l'écouter pour l'instant, mais que nous allons l'être puisque nous allons faire ce qu'il faut pour justement s'apaiser. Parfois, tu parlais de 2 heures, mais des fois, c'est juste 5 minutes, c'est-à-dire que euh, c'est euh, c'est prendre une pause pour respirer, aller boire un verre d'eau, retrouver du calme et revenir. Voilà, des fois, c'est juste ça. Ouais. Et justement, ça, c'est un bon exemple aussi. Ça va aussi permettre à l'enfant de modéliser. Oui, Euh, il ne faut pas être dans une posture où ben, les parents sont infaillibles, eux, ils ont c'est ça. toujours comment il faut faire et tout ça. Non, le parent est faillible. Et donc, c'est aussi une, une façon ben, très naturelle de lui montrer que ben, nous aussi, on peut être débordés et pas Tout à disponible. fait. Et de la même façon, lui aussi, ça lui arrive aussi, quoi. Bien Et sûr. l'autre chose, c'est que un enfant qui a l'habitude d'être, qui commence à avoir l'habitude petit à petit à être écouté globalement dans sa vie, eh bien, Oui, si on diffère un petit peu, il sait très bien que ça va venir l'écoute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas là où c'est insupportable, c'est l'enfant qui n'est jamais écouté et qui espérait pour une fois être entendu. c'est Vous voyez ça. ce que je veux dire? Mais un enfant qui est écouté régulièrement, il a totalement confiance dans le fait très vite, son parent sera en capacité de l'écouter pour de vrai. Et c'est OK. Oui. Il préférait peut-être être écouté tout de suite, mais Mm. à l'impossible d'une détenue. Mais c'est bien de le dire, effectivement, que l'enfant s'attende à être écouté. Tout comme beaucoup d'enfants ne s'attendent plus à être écoutés, ils grandissent en tant qu'adultes et justement ont mis une croix sur cette écoute qu'on ne leur a jamais offert. Ouais. Et finalement, c'est hyper dangereux parce que ils ne font plus de demandes non plus en rapport avec ce dont ils ont besoin. Parce que justement, on ne leur a pas offert cette écoute-là. Donc, cette approche de Thomas Gordon, elle est valable dès la naissance pour les parents, et pour les parents pour eux-mêmes, et pour les parents vis-à-vis de l'enfant, même si l'enfant n'est pas en capacité de comprendre tout ce qu'on va lui dire, il va comprendre la posture et l'intention derrière, et progressivement, il décryptera les mots qu'on va lui dire, et on va pouvoir établir comme ça une communication saine entre lui et nous. Donc, pour répondre à certains parents qui nous disent à partir de quel âge on peut, en fait, la posture et l'intention, elle est valable dès la naissance et même avant, du coup, parce que cette posture d'écoute, elle est valable pour nous, et on ne l'apprend pas que pour l'enfant, on l'apprend pour nous, et on l'apprend, bien sûr, pour accompagner l'enfant, et qu'à son tour, il puisse donc pouvoir expérimenter ceci. Et justement, on va passer sur le registre des conflits. Comment cela peut aider à sortir d'un conflit de manière gagnant-gagnant? Comment le fait de pratiquer l'écoute active et peut-être les autres outils mis en place par le docteur Thomas Gordon, cela permet justement de limiter, ou en tout cas qu'il y ait le moins de dégâts possible par rapport au conflit. Déjà, est-ce qu'il faut éviter les conflits? Ça, c'est une question de base. Non, Merci. on aime. Ça n'existe pas une vie sans conflit. On ne peut pas éviter les conflits. Et je pense que, et on le voit, quel que soit une fois de plus l'âge de nos interlocuteurs, ce qui fait le plus de mal dans les conflits, c'est souvent l'évitement à les résoudre qui vient petit à petit gangréner les relations. D'accord. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'arriver à aller au-devant du conflit et de la difficulté avant que ce soit devenu quelque chose de trop grave euh, pour pouvoir arriver à trouver une solution qui soit acceptable pour les deux. Et c'est le plus souvent tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est fastoche, hein, c'est pas toujours facile au début, mais c'est vraiment juste complètement fabuleux ce que ça génère dans la relation. Voilà. Et d'ailleurs, ce processus de résolution de conflit que Gordon a défini, c'est aussi par ce biais-là
qu'on généralisera la même approche pour régler des règles, pour fixer des règles de façon démocratique en famille. Parce que souvent, je voyais dans les questions qui nous ont été posées avant le live, Jean-François, il y avait une question qui était, oui, mais quand l'enfant enfreint des règles qui ont été fixées, etc. Les problèmes, ils viennent aussi souvent du fait que les règles ont été fixées par qui? Juste par le parent, et que l'enfant, il grandit, et qu'il a besoin de voir un cadre existant, certes, mais un cadre qui s'adapte aussi à son autonomie, à son besoin d'apprentissage. Et donc, le processus de résolution de conflits va aussi nous permettre de fixer de nouvelles règles de façon démocratique avec d'autres enfants. C'est de la collaboration. C'est de la collaboration telle qu'elle peut être prônée depuis effectivement beaucoup d'années aussi dans l'éducation positive. Donc c'est pour ça que ça rentre parfaitement dans ce cadre-là. Collaborer avec un enfant, effectivement, c'est l'inviter à participer aux décisions. C'est adopter des règles plutôt que d'asséner que des interdits qui sont très arbitraires et qui sont compréhensibles que par la personne qui va les poser. Donc c'est vraiment être dans une écoute justement sur les capacités de chacun et la co-construction de quelque chose en fait. C'est surtout ça. Et On est d'accord sur le… Oui, c'est ça. au fur et à mesure où l'enfant grandit, et je pense qu'une des choses en tant que parent qu'on souhaite pour nos enfants, c'est qu'ils soient autonomes. Donc on les accompagne dans cette autonomie-là. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, en fait, on va pouvoir les intégrer dans l'établissement des règles. Oui. Évidemment, ils sont tout petits, qui sont complètement dépendants de nous, oui, finalement, c'est nous qui fixons l'entièreté des règles. Donc, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on va pouvoir les intégrer là-dedans. Et ça permet quoi? Ça permet que quand on a défini une règle ensemble, évidemment, quand l'enfant a été co-créateur de ça, il a beaucoup plus envie de suivre cette règle. Il va beaucoup moins l'enfreindre. Et donc, si on l'a définie ensemble et que nous, on est OK avec la règle et que notre enfant aussi, on se donne beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Oui. C'est ça. Tout à fait. Et même on peut là aussi écouter l'enfant en lui disant comment pourrais-tu faire ça? C'est-à-dire voir l'objectif commun et plutôt que de dire voici les règles, etc. Qu'est-ce que tu proposes Exact. en gros? Et effectivement, quand même nous en tant qu'adultes, lorsqu'on est dans une entreprise et qu'on nous donne des ordres, on ne peut pas dire que nos capacités cérébrales soient au maximum et on apprécierait être un peu mieux considéré et faire partie intégrante de la solution, disons. Donc, à savoir si on nous interroge en disant comment pourrait-on faire ceci, ou alors nous rappeler de quelle manière on s'y est pris pour résoudre tel ou tel problème précédemment, donc pratiquer ce qu'on appelle le renforcement positif. Donc tout ceci est valable en éducation comme dans les interactions en entreprise ou dans la vie de tous les jours, en gros. Et peut-être juste aussi Oui. par rapport aux conflits, les conflits souvent c'est en fait des conflits de solutions, c'est-à-dire qu'on campe notre solution en se disant c'est comme ça qu'il faudrait faire. En fait, toute la magie de l'approche Gordon, c'est qu'on revient aux besoins qui sont derrière. Et une fois qu'on fait émerger le besoin de l'un et de l'autre, on arrive beaucoup plus à justement construire des solutions, une co-création d'une solution qui fonctionne pour les deux, qui vient répondre en fait aux besoins et nourrir les besoins des deux. Oui. C'est pour ça que ça fonctionne en fait cette méthode de résolution de conflit là en 6 étapes. En 6 étapes, oui, tout à fait. D'ailleurs, qu'on a illustré ensemble, effectivement, et que je remettrai ça en lien ensuite à la suite de ce live. J'ai un cas pratique à vous soumettre. Est-ce que vous êtes prêts? C'est dans les commentaires. Attention, c'est un crash test. Donc, bonsoir. Je discute en ce moment avec une maman qui pense que l'éducation bienveillante, telle qu'elle est décrite aujourd'hui, n'est que de la manipulation et que c'est du conditionnement. Alors déjà, je vous laisse analyser ce qui a été dit. Et ensuite, comment ne pas rentrer dans le conflit par rapport à ce genre d'affirmation, qui est une critique, au fond. Je vous rappelle la phrase ou c'est bon? Elle pense que c'est du conditionnement et de la manipulation. Alors, je discute en ce moment avec une maman qui pense que l'éducation bienveillante, telle qu'elle est décrite aujourd'hui, n'est que de la manipulation et que c'est du conditionnement. Je pense que la première chose que je ferais, c'est ça. Merci. OK. Je commencerai par écouter parce que quand il y a une critique comme ça vraiment assez pointue, c'est que derrière, il y a soit un malaise, soit une expérience. Enfin, il y a quelque chose qui a été pas bien vécu et ça vaut le coup déjà que cette première expérience émerge
et qu'on puisse entendre ça. Avant même de vouloir expliquer en quoi l'approche Gordon est intéressante, avant même de parler de soi, je pense que la première chose à faire là, dans ce cas-là, ce serait écouter la personne. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui Et dire, Samson, est-ce par que tu exemple, là? veux qu'on fasse une petite démo? Oui, ça serait bien de faire une démo. Bah oui. Allez, je suis là. Donc, imaginons que nous sommes ces deux personnes-là, et moi, je suis celle qui pense que c'est vraiment de la manipulation. Ça roule? C'est bon. Et moi, je compte les points. Allez-y. Ok. Ok, Samson, franchement, ton truc là de l'éducation bienveillante, franchement, pour moi, c'est que de la manipulation et c'est malsain. C'est vraiment, je crois pas du tout. Ouais. Ouais, toi, ça te parle vraiment pas, j'ai l'impression. Hein. Mais non, et puis toutes ces bonnes intentions, etc. Enfin, ils se rendent pas compte les gens. T'as l'impression qu'il y a un côté faux en fait et qu'on n'est pas vraiment dans ce qui se passe pour toi au quotidien, par exemple ou, Bah oui, moi je voudrais bien les voir, tu vois, avec les deux là qui n'arrêtent pas de me prendre la tête toute la journée. Enfin, tu vois, enfin c'est hyper difficile. Enfin, voilà, moi il pleure. Enfin, il faut bien que je mette un petit peu de, tu vois, parce que sinon je me fais déborder. Et du coup, enfin voilà quoi. Donc c'est facile de dire il faut être bienveillant. Ben qui viennent chez moi quoi pour voir. Bah oui, parce que toi, avec deux enfants là qui crient et tout, tu sais pas trop comment t'en sortir des fois. Ben ouais, c'est vachement difficile. Hum, hum, hum. Ouais, je vois que c'est dur en ce moment. On fait un cut. Tu veux qu'on continue ou pas, Jean-François? C'est très bien. Non, non, on aurait pu rester sur ce silence qui consiste à regarder ce qui se passe en nous et de pouvoir effectivement cerner quelle était l'émotion qui a déclenché cette critique de l'éducation bienveillante. C'est parfait. En fait, cette démonstration en direct, qui est pas du tout préparée ou quoi que ce soit, c'est exactement ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport au miroir de ce que l'autre pourrait ressembler. On fait des suggestions, on laisse des phrases en suspens, mais on ne juge pas. On est là pour accueillir, en fait. Et je trouve que c'est génial parce que ce sont des situations du quotidien où on va avoir des personnes qui seront déjà dans une posture défensive parce qu'elles auront d'abord besoin d'être écoutées. Et il en est de même pour les enfants. Donc, et cette écoute va déclencher justement un passage d'une situation chaude, brûlante même, à une situation qui est plutôt tiède, froide, où on va pouvoir réfléchir, parler, etc. Donc, merci beaucoup pour cette simulation qui est en fait ce qu'on pourrait répondre à beaucoup de parents qui m'interrogent souvent sur ça d'ailleurs. Tiens, quelqu'un est venu me critiquer sur. Très bien. Déjà, il n'y a rien de personnel déjà dans cette situation. Voyons voir qu'est-ce qui a déclenché ceci, en quoi l'éducation bienveillante vient heurter certains principes, certaines croyances, etc., etc. Certains ressentis. C'est surtout le ressenti, moi, qui me paraît important parce que on est des êtres d'émotion. Et du coup, lorsqu'on ressent une émotion, souvent, comme on le disait, comme on le dit déjà depuis longtemps, en tant qu'adulte, on n'a pas forcément eu ces clés de compréhension, de décryptage, d'identification des émotions et du pourquoi de la présence de cette émotion. Et là, le fait d'être le reflet de ce qui se passe, ça permet de pouvoir trouver un peu cette vérité-là, à savoir pourquoi l'émotion est là, qu'est-ce qui résonne en moi. Et au final, c'est pas forcément l'éducation bienveillante, c'est peut-être la personne qui a eu une mauvaise journée, qui a eu plein de problèmes à régler et qui est dans un tel niveau d'exténuation qu'elle ne peut plus prendre du recul ou quoi que ce soit. Et ça, le fait d'offrir cette écoute, pour moi, c'est quelque chose de précieux parce que ça rejoint aussi tout ce qui est théorie de l'attachement. C'est-à-dire qu'en fait, cette approche permet de créer du lien et et d'instaurer de la confiance et de la prévisibilité. C'est-à-dire qu'en gros, quand un enfant va savoir que son parent présente de l'écoute, mais aussi quand un adulte va savoir qu'un ami, un collègue de travail est capable de l'écouter, eh bien, on a ces sortes de repères qui font qu'on a un équilibre au niveau social et qu'on se dit finalement, en effet, ouais. Et même moi, je peux être source de cette écoute ensuite, c'est-à-dire qu'on me l'a offerte et je peux offrir aussi cette écoute-là. Donc, je trouve que c'est. Merci beaucoup pour cette mise en situation qui est très évocatrice. Et tout le monde aura bien perçu que malgré la simplicité de ce qu'on vient de voir là, c'est un véritable entraînement. Ouais. Tout à fait.
On pourrait se poser aussi la question du besoin de la maman telle que je l'ai joué, parce que bon, il peut y avoir plein de choses qui font qu'on réagit comme ça et bienvenue au club. Enfin, je veux dire, mais je pense qu'en tant que parent, ce qui est sûr, c'est qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Et du coup, quand on est bousculé par une autre manière de voir les choses, en tout cas certainement une autre manière, voilà, ça vient nous interroger sur la reconnaissance qu'on se porte en tant que parent, sur la qualité de l'éducation qu'on a pu mener jusqu'à aujourd'hui. Donc ça vient nous toucher très profondément sur notre identité. Et donc du coup, le besoin derrière, c'est souvent un besoin de sécurité et de réassurance par rapport au fait que on fait aussi bien qu'on peut. Et je pense que vraiment, moi, là, je voudrais juste, à propos de cette illustration, dire une chose importante pour nous chez Gordon, c'est vraiment, on le répète tout le temps, c'est qu'on fait tous aussi bien qu'on peut. On fait tous aussi bien qu'on peut. Et c'est souvent très difficile. Et tout ce qu'on invite et tout ce qu'on essaie d'incarner dans nos ateliers et dans ce qu'on transmet, c'est cette acceptation aussi du fait que c'est pas toujours facile et que nous aussi, on se plante. Moi, je continue à me planter régulièrement avec mes enfants. Et en même temps, je suis heureuse d'être sur ce chemin d'apprentissage et de progression qui est un chemin infini. L'écoute dont tu parlais tout à l'heure, Jean-François, moi, ça fait 20 ans que je la pratique. Mes deux filles en ont été mes premiers cobayes. Nous sommes toujours en bon terme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore des fois où j'ai du mal à les écouter. Et c'est OK. Et elles me le renvoient et elles le voient bien. Et elles savent très bien écouter aussi, par contre, elles sont très fortes, elles aussi. Mais il y a des moments où c'est pas le moment et c'est OK. Voilà, tout Oui, ça pour dire que beaucoup d'acceptation pour chacun d'entre nous, c'est aussi ça qui nous permettra d'aller, de traverser nos résistances personnelles. oui. Et ce Oui, Sanson. qui peut être très comment dire, motivant aussi, c'est de voir à quel point, quand nous, on commence à travailler là-dessus, pour nous, le chemin, adultes, pour nous, le chemin, il est souvent assez long, parce qu'il y a beaucoup de choses à désapprendre, même si on a eu une éducation relativement bienveillante. Euh, des fois, on est encore loin du compte. Oui, Par rapport justement à l'écoute active, par rapport aux messagers, etc. Et donc, ce qui est top, c'est de voir comment nos enfants peuvent nous recadrer. C'est-à-dire, à partir du moment où on commence à utiliser ces méthodes-là, eux, très rapidement, mm, ils vont prendre beaucoup plus finement que nous et on peut avoir des petites remarques du style ah ben, t'es pas vraiment Gordon, là, tu vois, des petits ah bah, t'as dû avoir une dure journée, t'es un peu en colère là. Et quand c'est un enfant qui a 5 6 ans qui vous dit ça, bah, forcément, la colère passe assez rapidement et ça nous donne beaucoup de joie oui, aussi. C'est l'idée aussi de transmettre ça à la génération d'après. C'est quand même ça le. bien sûr. Et alors j'ai une question qui est tombée dans le fil là, et qui va aussi rentrer dans un cas de figure possible. Bonjour, j'ai voulu nommer les émotions de mon enfant. Je me suis montré empathique, sauf que mon enfant a pleuré davantage, et plus je faisais attention, et plus il pleurait. Alors déjà, c'est plutôt bon signe, mais on va expliquer pourquoi. Alors, si les pleurs redoublent, c'est que ben, il a vraiment quelque chose à venir déposer. Et donc, c'est important qu'il puisse le faire. Nous, en tant que parents, on est là pour donner un cadre sécure pour que justement, il puisse pleurer. Peut-être que c'est des pleurs qui n'étaient pas possibles, mettons, pas à l'école ou dans la situation qu'il a vécue qui était difficile. Et maintenant qu'il est avec nous, bah justement, il peut sortir cette émotion-là, il peut décharger. Je pense qu'on a tous récupéré des fois nos enfants qui ont passé une super journée chez les grands-parents. On arrive le soir, ils nous disent oh là là, ils étaient vraiment adorables, Mm. c'était génial, super après-midi. Et puis, on rentre à la maison et 2 minutes, et là, c'est les pleurs ou c'est un grand moment de décharge ou quoi. Parce que, ben, effectivement, en tant que figure parentale et figure d'attachement, ben, c'est avec nous où ils se sentent le plus sécures. Donc, Mm. c'est pas étonnant que ce genre de situation arrive et que. Non.
Donc là, c'est ce qu'on appelle de la libération émotionnelle, hein. C'est-à-dire que l'enfant a accumulé des émotions et que tant qu'elles ne seront pas totalement déchargées, il ne pourra pas accéder aux fonctions supérieures de son cerveau, pouvoir discuter, pouvoir. Donc le fait qu'il vous offre ceci, alors on peut ressentir de la culpabilité en tant que parent en se disant mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Donc là on est en train déjà de quand on fait ça déjà, c'est qu'on est dans un premier pas d'acceptation et de notre propre ressenti. Donc c'est plutôt sympa. Mais souvent la culpabilité est là en moteur arrière sans qu'on la voie. Donc on va être encore plus stressé, on ne sait pas comment réagir, l'enfant va pleurer de plus belle alors qu'on croit avoir appliqué la bonne recette. Donc déjà des recettes, il n'en existe pas. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où un enfant pleure, à moins qu'il y ait vraiment des situations particulières, mais quand il pleure alors qu'on lui offre de l'écoute, c'est qu'il en a, ce qu'on dit, c'est gros sur le cœur et qu'il a besoin justement de pouvoir, via ses larmes, parce que dans les larmes, il y a l'hormone du stress, le cortisol, qui s'écoule. Donc un enfant qui va pleurer va redescendre à l'équilibre, c'est-à-dire que son stress va s'évacuer, il va être soulagé. Donc le fait qu'il le fasse avec nous, c'est un cadeau. Alors je sais, c'est pas évident de se dire c'est un cadeau lorsqu'on a un enfant qui. Mais en fait, si, c'est un gage de confiance. Donc, et il est bien de pouvoir se raconter aussi cette histoire-là qui est vraie, qui est validée par la science de l'attachement, etc. Ça évite justement nous de nous dire qu'est-ce que j'ai fait de mal. Non, en fait non. La situation, elle est conforme à ce qui se passe dans la nature ou enfin, en tout cas depuis voilà, l'enfant a une figure d'attachement et donc il pleure face à cette figure d'attachement parce qu'il sait que cette figure d'attachement va être là pour l'écouter, pour le réconforter, etc. Et ce qui serait, pardon, oui, Samson. Ils se sentent suffisamment en sécurité pour pouvoir venir déposer ça. Et c'est exactement ce qu'on veut. On veut qu'il garde au fond de lui un trauma ou quelque chose qu'il a vécu qui était vraiment difficile. Et l'écoute active permet ceci. Oui. Et justement, on va faire le lien avec la suite, parce que les comportements des enfants, les émotions, et ce qu'on peut reprocher au comportement des enfants, et les réactions que nous pourrions avoir, nous, en tant qu'adultes, par exemple, punir face à un comportement qui ne nous convient pas, eh bien, en fait, on va voir que dès lors qu'on place l'écoute au centre de notre interaction avec l'enfant, on va se rendre compte que finalement, on arrive à remplacer petit à petit les punitions par de la collaboration et surtout de la compréhension de ce qui se passe, du pourquoi du comportement de l'enfant. Parce que quand on punit, et c'est ce que donc avait décrit le docteur Thomas Gordon, effectivement, on s'attaque aux conséquences. Et donc la cause, elle, va se reproduire encore et encore. C'est pour ça qu'on ne punit pas les enfants une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, parce qu'en fait, on s'attaque aux conséquences et pas à la cause. Donc, et je voudrais qu'on enchaîne, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, peut-être. Ah non. Nathalie, Non, tu voulais rajouter quelque chose? Non, du tout. Je suis tout à fait alignée. Et je pensais à une des questions qui nous a été posée en amont. Il y avait ce cas du petit garçon qui courait en sortant de l'école, qui pourrait être une illustration, mais tu en avais peut-être une autre. On pourrait partir sur une illustration comme ça pour réfléchir à comment faire dans ces cas-là. Oui, très bien. On va partir de cet exemple-là, par exemple. Tout à fait. Oui, Euh, un exemple qui nous a été apporté d'un petit garçon qui sort en courant de l'école, qui a 6 ans et qui et du coup la maman se sentait très démunie parce qu'elle avait expliqué le danger, elle l'avait briefé avant et ça fait des jours et des jours que ça dure et c'est dangereux. Voilà. Et donc effectivement, c'est vrai que voilà, d'abord bienvenue au club des parents qui se sentent démunis. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand le comportement ne cesse de se répéter et que c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Donc voilà. Donc je ne sais pas si tu veux reprendre la main, Jean-François. Si non, mais tu étais bien parti et je vais te laisser même le lead du live. Je t'envoie les codes d'accès. Non, mais effectivement, c'est bien d'avoir évoqué cet exemple-là, qui est représentatif de, parce que ça peut aussi être mis dans beaucoup d'autres cadres justement. Et alors justement, ouais, je vous repasse la parole. Comment faire? Est-ce qu'on doit punir l'enfant parce qu'il n'écoute pas? Ben là, à l'évidence, en tout cas, ce que la maman a tenté de faire, c'est elle l'a pas puni, mais enfin, elle lui a donné les règles, elle a répété, elle voit que ça marche pas. Donc en fait, Oui. la règle, c'est si on voit qu'on a essayé de mettre en place des choses et que ça ne fonctionne pas et que le comportement continue,
c'est bien que ce comportement vient remplir un besoin qui est très important pour l'enfant. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut accepter le comportement, mais il faut être clair sur le fait que ce comportement, l'enfant ne l'a pas par hasard. Il fait pas ça pour nous embêter, ça n'existe pas. Hein, le fait que les gens fassent des choses pour nous embêter et que nos enfants, ça n'existe pas. S'il fait ça de façon répétitive, c'est qu'il a un besoin très important à remplir. Voilà. Et de même, moi, j'ai un besoin qui est un besoin de sécurité en tant que maman dans cette situation-là. Donc, du coup, il faut, le seul moyen de sortir de ça, et ce qu'on ferait typiquement chez Gordon, c'est de se dire si c'est répétitif, il faut qu'on ait une conversation à froid. Pas le matin avant d'aller à l'école. Non, non, à froid. Le soir, tranquillement. Voilà, on se pose avec l'enfant et on fait précisément ce que tu as décrit tout à l'heure, Jean-François. On va écouter l'enfant, mais on va aussi s'affirmer nous. On va dire, tu sais, quand tu sors de l'école en partant en courant comme ça, moi je suis super inquiète, j'ai peur que tu te fasses renverser par une voiture, etc. Voilà, j'ai peur vraiment pour ta sécurité. Et en pas, même temps, pas toi, tu m'as fait peur, passe et pas tu m'as fait peur, tu m'as énervé, tu. C'est-à-dire qu'en fait, on continue sur cette manière de parler qui consiste à dire je. Oui. Je décris le comportement, donc quand tu cours, j'ai peur. Je suis très inquiète. Voilà. Hein, donc, on peut encore utiliser le tu quand on Ou quand décrit sur la description je du te vois comportement. courir, Voilà, quand je te vois courir, j'ai vraiment super peur. Voilà. Ce qui est vrai en plus, oui, le parent là, il sera super aligné. Ce qui est chouette, c'est que ça va lui permettre de clarifier aussi ce qu'il ressent. oui. D'ailleurs, Dr Thomas Gordon a dit que nos principales réactions de colère impliquaient une émotion principale et première, qui est la peur. Par exemple, quand un enfant va tomber devant nous, alors qu'on l'a averti, tu vas tomber, on va revenir, j'ai déjà consacré quelques vidéos à ces prophéties autorégulatrices du tu vas tomber, mais que l'enfant va tomber pour répondre à notre prophétie autorégulatrice, on y reviendra à ceci. Si l'enfant tombe et qu'on est devant, on va ressentir tout d'abord de la peur. Et en fait, cette peur, c'est ce que disait le docteur Thomas Gordon, on ne va pas la prendre en compte. Et donc, ça va basculer sur l'émotion qui arrive, c'est la colère. Et à ce moment-là, lorsqu'on ressent de la colère, on voit rouge. Et en fait, on va être dans la réaction. Et limite, on va avoir peut-être une réaction agressive, crier, voire même punir, menacer, bref. Parce qu'on n'a pas pris en compte cette peur initiale. C'est pour ça que c'est important ce que tu viens de dire. C'est j'accueille d'abord l'émotion initiale, parce que sinon, ça peut faire une cascade avec une autre émotion qui là va être, par exemple, la colère. Et hop, l'acte de punir derrière. Parce que j'ai ressenti de la colère, je vais punir pour me soulager, parce que malheureusement, ça marche comme ça, c'est-à-dire que si l'autre souffre, je vais me sentir un peu mieux. C'est assez bizarre, mais ça fonctionne comme ça. Sauf que c'est délétère, parce que les violences, c'est une forme de violence finalement. Donc l'enfant va pas du tout être collaboratif ensuite, hein, il va juste être craintif. Donc, du coup, on va plutôt être dans une approche de j'accueille en tant que parent mon émotion, je ressens de la peur, et peut-être que ça évitera de basculer sur cette colère qui est là pour réparer quelque chose et qui est mal placée parce qu'elle va nous faire réagir. Et donc à la sortie de l'école, j'imagine que la maman ressent ce genre d'émotion. D'abord la peur, ensuite la colère, la frustration de ne pas être écouté, la peur qui se transforme en colère parce qu'on a besoin de protéger l'enfant. Donc c'est une colère qui est censée être protectrice, sauf qu'elle peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus agressif et violent. Et en gros, on n'aura rien gagné, sauf à rendre l'enfant craintif, et il sera même craintif dans d'autres situations, mais il n'aura pas compris le pourquoi de tout ça. Alors que lorsqu'on arrive à la maison et qu'on à froid, on discute de ça, en disant voilà, j'ai eu peur. On peut même utiliser des personnages plutôt que de le faire soi-même, en disant voilà, ces personnages, c'est toi, tu vois, et regarde, on traverse la route, et là c'est moi. Alors d'après toi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent? On peut réussir à faire comme ça un jeu sur les émotions et pouvoir expliquer à l'enfant ce qu'on attend de lui, rappeler les règles qu'on aura d'ailleurs établies avec lui. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ensuite expliquer le pourquoi d'une nécessité de collaboration. Et on peut demander à l'enfant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe au mieux, par exemple, lorsqu'on est à froid Oui, comme ça. mais on pourrait aussi, surtout, une fois que je me suis affirmée, surtout, je vais écouter l'enfant parce que, et puis moi, je me serais peut-être préparée un peu en amont en me disant, mais si il court tout le temps comme ça en sortant de l'école, Oui, qu'est-ce qu'il fait? En quoi c'est si important pour lui de courir? Il doit bien avoir une raison pour qu'il le fasse tout le temps. Et donc, se poser la question du besoin et l'écouter là-dessus aussi. Après m'être affirmée, il va oui, falloir que je l'écoute, ça va être génial. Lui dire, mais dis donc, mais qu'est-ce qui fait que tu as tellement besoin de courir? Voilà. Ben, j'étais assis toute l'après-midi. et oui, Ah ouais, c'est difficile. Bah oui, j'en ai marre. Et puis, non, non, non. Ok. Donc, on va pouvoir aussi permettre à l'enfant de s'exprimer et lui dire, ok, ben moi, je vois que tu as vraiment besoin de te dépenser quand tu sors de l'école. Et puis, moi, j'ai vraiment besoin de m'assurer que tu sois sécure pour le faire.
qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour que toi, tu puisses te dépenser et puis que moi, je sois sécurisée. Oui. Et là, on ouvre sur plein de choses. Et là, avec une simple phrase, tu viens de relier deux choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Le besoin et l'émotion. Parce que là, tu viens de dire besoin de bouger de l'enfant et l'émotion de l'enfant, justement, qui va déclencher le mouvement. Et cette manière de voir les choses, c'est-à-dire d'essayer d'aller comprendre le comportement de l'enfant, finalement, c'est aller identifier la racine du comportement et donc le besoin. C'est bien ça? Tout à fait. Donc là, ça peut être un besoin de bouger, qui n'a pas été satisfait tout au long de la journée. Ça peut être un besoin de connexion, et l'enfant n'a pas forcément les clés pour répondre à ses besoins de manière correcte. Donc il va avoir des comportements qui vont être des tests pour essayer d'arriver à subvenir et à satisfaire ses besoins. Donc c'est à nous ensuite de le guider pour lui dire, plutôt que de faire comme ça, on pourrait faire comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc on pourrait aller, par exemple, plutôt que de courir à la sortie d'école, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit jeu ensemble, où on va bouger, on va sauter ensemble à la fin de... Enfin, après on reviendra sur le jugement d'autrui, qui peut être une pression, mais on peut très bien sauter dans la rue avec son enfant, ou danser, ou bref, peu importe, ou alors prévoir d'aller au parc, donc s'amuser, etc. Donc que l'enfant puisse avoir cette solution qui aura été cooptée et qui aura été validée ensemble. C'est bien ça? Et on aura répondu aux besoins. Et qui permet, oui, c'est ça, de nourrir son Oui. besoin. Une fois que l'enfant il est nourri, c'est assez facile, entre guillemets, de trouver une solution qui convienne aux deux. Oui. Si c'est justement d'aller au parc, si c'est de courir, mais courir ensemble en se donnant la main, si c'est ah ben tiens, la prochaine fois, je t'amène ta draisienne parce que avec la draisienne, je vois que tu arrives à bien te dépenser. Enfin, il y a plein de solutions qui émergent, effectivement. Et là, tu viens de le dire, on a dépassé le problème et tous ensemble, en collaboration avec l'enfant, une fois qu'on a tout posé à plat, on fait émerger les solutions. Parce que c'est pareil, là, il y a beaucoup de parents et ça va avec la fatigue, ça va avec l'état émotionnel général, qui fait qu'on peut avoir un biais de négativité qui nous fait voir que les problèmes. Et on va raisonner qu'en termes de problème, sans regarder ce qui se passe bien dans la journée et sans justement prendre l'habitude de s'écouter pour laisser émerger la solution. Donc l'écoute active, je trouve, c'est ça aussi qui me plaît beaucoup, c'est que c'est très optimiste dans l'approche. C'est-à-dire qu'en gros, on arrive à poser les problèmes, donc ça c'est du réalisme, et surtout laisser émerger des solutions. Chose qui n'est pas forcément naturelle pour beaucoup d'entre nous, puisqu'on a tendance à rester collé au problème et à ruminer et à se formaliser et finalement à se retrouver dans des impasses parce que c'est répétitif, parce qu'on est de plus en plus dans le stress et on va réagir. L'enfant va réagir aussi. Bref, c'est comme une danse qui se passerait mal et au final, on n'arrive pas à se trouver de solution. Donc, ce pas de côté de l'écoute active et cette temporisation, parce que c'est ça que ça nécessite, c'est-à-dire s'arrêter, écouter, ça permet de sortir de ces cercles vicieux de la réaction pour arriver sur autre chose qui est plus ouvert et qui permet de satisfaire les besoins de chacun. Et ça, il faut bien admettre que, mine de rien, c'est à l'adulte, en fait, de faire ce petit pas de côté. Parce que pour les enfants, effectivement, alors, petit à petit, ils vont grandir, ils vont être de plus en plus autonomes, ils vont réussir aussi à faire ces pas de côté-là, mais pendant un bon bout de temps, effectivement, c'est à nous de les faire. Et c'est pas toujours facile parce que nous aussi, on a nos émotions qui viennent nous titiller. Mais c'est vrai que quand on arrive un peu à prendre du recul ou même juste à prendre conscience, ah bah tiens, la dernière fois il s'est passé ça, je me suis fait embarquer dans la dispute, j'ai pas réussi à faire ce pas de côté, ah ok, je vois que là peut-être que je pourrais essayer de faire différemment la prochaine fois. Juste cette prise de conscience là, elle peut être aussi précieuse, quoi. Oui. Là, ce que vous avez remarqué là, c'est qu'on n'est pas tous en train de parler en même temps. Dans ce live, justement, on se pratique ces espaces d'écoute. Et ces espaces d'écoute, justement, c'est le principe de l'écoute active, c'est un entraînement à avoir. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de réaction, et le fait de laisser cet espace d'écoute et de toujours l'avoir en tête en se disant, est-ce que j'ai suffisamment écouté là? Est-ce que je me suis arrêté pour écouter?
Et j'avais fait des affiches sur le sujet. J'avais appelé ça la pause écoute, en fait. Donc, qui rentrait un peu dans ce système-là, en disant, est-ce que je l'ai faite, cette pause-là? Ou est-ce que je suis déjà en train de réagir par rapport à des automatismes, etc. Et rien que ça, vous allez vous rendre compte que vous, parents ou professionnels qui nous suivez, que cette temporisation résout beaucoup de problèmes, en fait. Parce que on ne s'est pas laissé déborder par l'émotion. On a cet instant d'écoute qui est d'abord de l'écoute pour nous et de l'écoute ensuite pour l'extérieur, permet de nous sentir mieux et de nous sentir plus compétents et plus en confiance aussi. Parce qu'on n'a pas laissé dériver la situation, on a gardé ce contrôle justement en faisant cette pause. On n'a pas été entraîné comme ça dans une coulée, on a fait une pause. Et c'est hyper important cette temporisation. Je trouve que c'est une des choses qui s'apprend aussi parce qu'on est vraiment dans la réaction tout le temps en tant qu'adulte ou en tant que parent. Donc, je trouve que c'est vraiment important cette pause-là. Oui, pardon. Peut-être rappeler juste une chose aussi, c'est que pour pouvoir justement donner de l'écoute, on a aussi besoin, nous, d'écoute. Oui. Un parent, en fait, qui ne reçoit pas d'écoute par ses proches, par son conjoint, par ses amis, ou, va avoir beaucoup de mal à lui écouter. Donc, il y a aussi cette chose-là à garder en tête, quoi. Oui, très important. Parce que c'est un besoin, de toute façon, d'être écouté et d'être en connexion. Et parfois, on le tourne façon problème. C'est-à-dire qu'on dit à l'autre, tu ne m'écoutes jamais. On est dans le reproche. Et ça, c'est pas du win-win, en fait. C'est-à-dire que là, on commence à déclencher un conflit, en fait. Alors que si on suit les étapes de résolution du conflit gagnant-gagnant, ou même l'expression message-jeu ou ceci, ça permet d'éviter cela. C'est-à-dire que dire j'ai besoin d'une écoute là maintenant, plutôt que de dire tu ne m'écoutes jamais, qui est déjà la réaction de cette frustration, parce que cette démarche de demande est arrivée trop tard. On ne s'est pas écouté suffisamment tôt pour pouvoir transformer ceci en demande. C'est pareil, ça nécessite de... Alors, c'est un petit exercice à faire du coup sur une feuille, et on l'avait déjà fait ensemble, mais écrivez sur une feuille toutes les reproches qui reviennent de manière cyclique dans les conversations et essayez de voir quel est le besoin qu'il y a derrière et comment reformuler ces reproches en demande. Pas en exigence, hein, en demande, c'est-à-dire en demande telle qu'on aimerait qu'on nous les demande si ces problèmes-là se présentaient, se reprochent. Ou en messageux, même sans demande. C'est-à-dire dire juste je suis énervé ou je... Bah oui, je suis fatiguée là. Je suis vraiment fatiguée. Ça suffit, ouais. Et ça peut être, voilà, je suis vraiment fatiguée. J'aimerais bien qu'on se passe un temps calme ce soir ou j'ai besoin de t'en parler. Est-ce que c'est voilà, mais c'est aussi derrière le reproche arriver à mettre un ressenti et les exprimer. Oui. Ça peut être donc du coup, les reproches, essayons de les transformer effectivement en émotions qu'on formulerait avec un message-jeu. On va pas tarder à terminer, mais il nous reste un rush final, si vous le voulez bien, justement sur le sujet qui était éduquer sans punir, est-ce possible? Je vais juste rappeler les 5 inconvénients des punitions tels que le docteur Thomas Gordon les a établis. Donc, il a décrit les punitions comme étant néfastes sur l'estime de soi de l'enfant. Il a dit également que les enfants pouvaient éviter d'être pris plutôt que de changer de comportement, donc éviter ce qui a déclenché la punition. Et la punition peut dégrader la relation parent-enfant ou éducateur-enfant, ça c'est évident, on vient de l'évoquer. La punition ne résout pas le problème sous-jacent, on a décrit ça aussi, c'est la conséquence mais pas la cause. La punition peut provoquer de la colère et de la frustration chez l'enfant. Donc voilà les 5 principaux inconvénients, on va dire, de la punition. Et c'est pour cette raison qu'elles ne sont pas forcément efficaces, ces punitions. Et y compris pour un enfant, mais y compris pour une classe entière. Parce qu'on a souvent des enseignants qui viennent aussi dire bah tiens, j'ai arrêté le système de punition et récompense et c'est incroyable, j'ai commencé à écouter les émotions des enfants. Donc, et c'est le système, voilà, on est sorti du système, on a créé quelque chose d'autre, quoi. Donc, par rapport aux punitions, donc pour répondre à la question du soir, justement, comment éviter d'éduquer avec des punitions? Comment éduquer sans punir? Donc, revisionnez le live et vous aurez toutes les clés. Donc, les messages-jeux, l'écoute active, c'est ça?
Oui, il y a beaucoup de moyens, effectivement, et là encore, il n'y a pas une baguette magique, mais ce qui est vrai, c'est que Gordon, il nous donne plein de moyens qui nous permettent de générer cet environnement dans lequel il n'y aura même plus besoin il y aura même plus besoin il y a pas du tout besoin de punir. Mais déjà, une des premières choses qu'on peut faire, c'est travailler enfin, sur notre posture à nous et sur nos croyances, c'est-à-dire une fois de plus revenir sur le fait que l'enfant, quand il a un comportement qui nous pose problème, ne le fait pas pour nous embêter. Vraiment, se souvenir que derrière tout comportement, il y a un besoin et que ce besoin, si le comportement est répétitif, il y a un besoin qui est important. Donc, ça, c'est la première des choses. Les enfants ne sont pas là pour nous embêter. Ça aide. Deuxième chose, et après, je te laisserai la parole, Samson. Comment est-ce que je peux travailler sur l'environnement dans lequel je vis avec l'enfant pour éviter et retirer des occasions de friction. Parce que finalement, surtout avec les enfants en bas âge, mais c'est vrai aussi quand ils grandissent, hein, et c'est vrai aussi avec nos camarades, nos conjoints, nos collègues, c'est souvent en aménageant notre environnement, les sources de difficultés peuvent s'amoindrir. Et c'est vrai, il y a vraiment plein de choses à faire avec les enfants. Plein de choses à faire avec les enfants pour éviter déjà les situations de Oui. friction. Alors là, je passe la balle à Samson pour qu'il prenne le relais, sinon je vais parler encore quelques heures. Terminer sur l'aspect un petit peu neurosciences, c'est-à-dire que quand on utilise les punitions, en fait, on va axer l'enfant sur le registre de la peur, c'est-à-dire il va peut-être modifier son comportement, mais parce qu'il a peur de la punition, ou il a peur de juste la menace de l'éventuelle punition, quoi. Donc la menace fonctionne aussi, même sans punir. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans le registre de la peur, comme tu l'expliquais en montrant justement le cerveau, on est sur des fonctions cognitives qui sont très limitées, en fait, quand on est dans le registre de la peur. Et ce dont on a envie, nous, je pense, en tant que parents ou en tant qu'éducateurs, on a envie que nos enfants, ils apprennent le plus possible. Et quand on vient limiter en fait les fonctions cognitives avec les punitions, juste ils apprennent moins bien. C'est ça qui se passe aussi, très concrètement. Oui. Et l'autre chose, c'est parce que moi j'entends aussi beaucoup, mais oui, mais les punitions, ça fonctionne et tout ça, moi je vois bien. Alors oui, quelquefois, effectivement, les punitions peuvent fonctionner. Mais est-ce qu'on a envie que l'apprentissage de notre enfant, il se fasse avec un sentiment de rancœur de l'enfant à notre égard? Est-ce qu'on a envie que ça se fasse avec cette notion de peur? Enfin, il y a toutes ces choses-là aussi. C'est-à-dire les punitions, mais il y a un coût derrière, quoi. Oui. Voilà. On appelle ça l'éducation par la peur d'ailleurs. Ouais. Et ça a été scientifiquement prouvé que c'est effectivement plutôt négatif en termes de répercussions sur l'estime de soi de l'enfant, sur justement sa capacité à collaborer, la confiance qu'il peut avoir dans les adultes ensuite, avec ses pairs, disons. Et ce que tu dis, Samson, et c'est ce qu'on a vu aussi il y a quelques jours avec la psychologue Joanna Smith, elle parlait de la sécurité justement que doivent ressentir les enfants. Et le fait de menacer, de punir, vient en fait baisser ce sentiment de sécurité. Et au fond, ça ne permet pas de mieux collaborer. Au contraire, c'est qu'on peut avoir, si vraiment cette éducation par la peur s'installe, on peut avoir vraiment de grosses répercussions sur l'attachement et sur le comportement de l'enfant. Donc, punir et menacer de punir, on peut le remplacer par des pistes qu'on a évoquées ce soir, notamment apprendre à écouter l'enfant pour déterminer quelle est la cause justement du comportement qui n'est pas acceptable pour nous, s'assurer que les règles sont établies avec l'enfant et qu'il a compris ces règles, donc qu'il soit contributeur et collaborateur justement, parce que lorsqu'on choisit un chemin, on va être plus motivé pour l'emprunter, donc ceci. Prendre et donner l'habitude à l'enfant de cette approche apaisée, c'est-à-dire qu'on va formuler des messages jeux pour dire comment nous nous sentons, et on va aussi faire le miroir de ce que l'enfant ressent pour que lui-même comprenne un peu mieux ce qui se passe en lui, et petit à petit acquiert du vocabulaire, de l'émotion, des nuances, etc. D'ailleurs, des pratiques qu'on pourra aussi dupliquer dans la lecture ou en faisant des jeux avec lui, parce que, et je fais le lien avec le quatrième point, évitons de réagir à chaud, c'est-à-dire qu'en gros,
lorsque la situation est brûlante, parce que les émotions sont à vif partout, on ne peut pas être dans une démarche constructive. Donc, passer par le jeu, faire un pas de côté, dire à l'enfant, là, je ne suis pas capable de t'écouter, je vais respirer un peu et je reviens, ou plus tard, hein, je serai prêt pour. Et d'ailleurs, on dit enfant, mais c'est aussi valable avec les ados, et c'est le 5e point, parce que du coup, 5e ou 4e, je sais plus, j'ai perdu le compte. Mais en tout cas, cette écoute active et tous ces outils qu'on a évoqués ce soir, et notamment le conflit gagnant-gagnant qui est vraiment quelque chose qui est mis à mettre en pratique avec nos adolescents, où on a une sorte de revival de ce qu'on a pu connaître dans ce qu'on appelle le terrible two, je déteste ce terme, un sentiment d'opposition de l'enfant entre 2 et 3 ans où il a besoin d'être autonome, qui revient, qui refait surface à l'adolescence, et c'est comme un cauchemar, mais en fait non, parce que quand on met les bases de cette écoute, on se rend compte qu'en fait, la chose qui aurait pu être résolue en écoutant le besoin d'autonomie de l'enfant entre 2 et 3 ans, et bien en fait, on a juste à se mettre dans cette même posture pour l'adolescent et le considérer tel qu'il a besoin d'être considéré, c'est-à-dire un futur adulte responsable et autonome, pour que finalement, on remet en place la collaboration, en gros. Et c'est là où je trouve que c'est... Oui, Il y a Samson. aussi ce truc-là, on vient développer l'empathie de l'enfant. Oui. Quand on donne de l'empathie, ben, on va en fait, chez l'enfant, justement, activer ces réseaux de neurones qui sont ben, les neurones miroirs, qui sont les zones qui sont dédiées à l'empathie. C'est aussi ça qu'on fait, quoi. Donc ça, c'est très important. Et je vais répondre à l'inquiétude de certains parents qui sont des inquiétudes aussi qui sont tout à fait acceptables. Tout est acceptable d'ailleurs en termes d'émotion. L'inquiétude de se dire si on pratique ce genre de méthode, mais les enfants, ils vont se faire marcher sur les pieds. Et donc, on va pouvoir répondre à ceci de cette manière-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant est au clair avec ses besoins, avec ses émotions, a vu des adultes qui savaient proférer des demandes claires, établir des règles, c'est-à-dire qu'il a toutes les bases pour s'affirmer. Un enfant, en revanche, qui aura été dans le conditionnement et exposé à des relations dominant-dominé, aura plus de chances, soit d'essayer de dominer l'autre, soit d'être justement dominé. Donc, cette relation-là, ces outils qu'on a présentés ce soir, permettent justement aux enfants de mieux s'affirmer et d'être plus vecteurs du changement de la société de demain, si on veut. Et c'est ça qu'on recherche, en fait, je pense. Je peux donner quelques illustrations Oui, personnelles. bien Mes sûr. filles se sont retrouvées toutes les deux, chacune à leur âge, etc. Elles se sont retrouvées souvent en position de médiateur dans leur classe, vis-à-vis des professeurs, etc. J'ai une fois ma fille qui avait un souci au collège avec un professeur qui vraiment avait un comportement qui ne fonctionnait pas. Tous les camarades étaient très fâchés. On dit il faut qu'on aille voir le directeur. Elle a dit attendez, on va d'abord lister les comportements de cette professeure pour, pour préparer un beau messager. Et donc après, ils sont allés voir le directeur avec tous les comportements bien listés. Et du coup, le directeur n'a pas pu faire autrement que de dire oui, c'est vrai qu'il y a un souci là. Voilà, donc en fait, ils deviennent des petits experts, mais ils portent avec eux cette expertise-là. Et comment vous dire que nous avons déjà une génération de formateurs Gordon dont les propres parents étaient eux-mêmes formateurs Gordon. Nous avons Emeline de la région lyonnaise. Son papa était formateur Gordon lui-même. Nous avons en Hongrie aussi toute une famille de formateurs dont les parents étaient aussi formateurs, parce que on a oublié de vous dire, mais Gordon c'est partout dans le monde. Voilà, donc c'est qu'ils n'ont pas du tout à en souffrir, on va dire. Exactement. Alors justement, les ateliers Gordon sont présents partout en France. Donc, vous pouvez vous inscrire à des sessions pour vous former à cette approche Gordon. Il n'y en a pas pour 10 ans de formation. Combien de temps dure une formation? C'est l'équivalent de 4 jours de formation, 24 heures. Et non, il y en a pas pour 4 jours, il y en a pas pour très longtemps. Et puis, ce qui est juste génial, c'est qu'en général, quand on termine un groupe, on est juste trop triste, on voudrait bien que ça continue. Voilà, donc c'est 4 jours de formation. Et puis, c'est surtout grâce à tout le travail de l'association, beaucoup de moyens de suivi en ligne, beaucoup de ressources, newsletters, une communauté aussi sur Facebook, sur Insta, et qui est là aussi pour soutenir. Voilà, vous rentrez, c'est pas seulement 4 jours, c'est vous rentrez dans une espèce de pratique, parce que voilà, il faut continuer à pratiquer. C'est pas en 4 jours
voilà, moi, une fois de plus, je continue à m'entraîner. Donc, en 4 jours, on apprend énormément de choses. On peut changer énormément de choses dans sa famille. Et on rentre aussi dans une famille de pratique, d'une certaine façon. Oui, et c'est une vraie communauté. C'est un peu la même démarche que Papa Positive au fond. Et c'est pour ça qu'on a souvent des points communs justement sur l'approche. On a beaucoup de points communs sur cette approche. On va terminer avec une jolie annonce, dans le sens où on va vous faire gagner des livres, notamment 2 livres qui sont déjà des best-sellers qui gagnent à être connus. Le concours sera lancé demain matin et vous aurez 3 ou 4 jours pour y participer. Je crois qu'on a convenu de 5 exemplaires de chaque. Est-ce que c'est bon? Donc 5 exemplaires de Parents efficaces et 5 exemplaires d'Éduquer sans punir, qui seront à gagner. Donc demain, je lance donc il y aura un visuel et vous pourrez donc laisser vos commentaires et on tirera au sort 10 gagnants en tout qui pourront remporter ces livres. Entre-temps, vous pourrez vous rendre sur les ateliers Gordon France, du coup, pour aller voir si vous avez des formateurs dans votre région ou même, je crois qu'il y a une formation en visio qui est en train de se déployer, je crois aussi. Tout à fait. C'est ça. Déjà, commencez à suivre. Là, vous avez peut-être eu un premier aperçu. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. En tout cas, comptez sur moi pour vous en reparler dans les prochains jours. Et ça, c'est la 2e, ou la 3e, ou la 4e, ou la 5e bonne nouvelle. On va également vous partager on vous a déjà partagé des illustrations sur quelques approches justement du Dr Thomas Gordon. Il va y avoir encore des vidéos de mise en situation qui vont être partagées et une bande dessinée également pour illustrer certains principes. Donc, vous voyez, on déploie, et merci à toutes vos équipes justement d'être aussi réactifs, on déploie de nombreux supports pour vous permettre de pouvoir appliquer ceci au quotidien parce que ça change la vie. L'écoute de soi et l'écoute de notre environnement, ça change tout. C'est un cadeau en fait qu'on s'offre et qu'on offre aux autres. Donc oui, Samson, tu voulais rajouter quelque chose? On a envie surtout de démocratiser ça. On a envie que ces outils puissent être utilisés par le plus grand nombre. C'est vraiment ça, si on a un message à donner. Et aussi dire que les publics visés, c'est pas juste les parents, parce qu'on a aussi des formations jeunes, on a des formations enseignants et on a des formations professionnelles de l'enfance. Les formations jeunes, ça veut dire qu'un adolescent peut suivre une formation? Exactement. D'accord. Donc ça revient sur le sujet qu'on a abordé en fin d'intervention. Donc si votre adolescent vous estimez ou il estime qu'il aurait besoin de se doter de certains outils pour s'affirmer, bref, je ne vais pas dire que ça concerne énormément d'adolescents, mais oui, ça concerne énormément d'adolescents et je pense que ces outils devraient vraiment être dans une boîte à outils de base à distribuer tout au long de la vie, on va dire, hein, et puis à expérimenter. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner justement sur ces formations, c'est toujours intéressant pour eux. Et franchement, c'est un cadeau pour leur vie active ensuite, parce que dans le domaine du travail, savoir s'exprimer avec un message savoir justement écouter nos besoins et faire des demandes, bref, et surtout être dans une approche du conflit gagnant-gagnant, c'est un véritable cadeau. Ça évite beaucoup de stress qui ensuite est ramené à la maison et qui peut donner des situations très conflictuelles justement et très compliquées à vivre. Donc vous voyez, tout ça, c'est tout lié en fait. Et je dirais que l'écoute active, c'est le noyau de ceci. Et je pense vraiment que tout le monde gagnerait à se former à cela. Merci beaucoup à tous les deux pour cette disponibilité. Merci mille fois, Jean-François, ça fait un plaisir, vraiment un plaisir d'échanger avec toi et avec vous tous. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.